tout le monde doit voir la première page de ma présentation. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà, donc je commence maintenant. Ma présentation était calée sur 30-35 minutes au départ au théâtre de Sénart. En fait, elle sera un tout petit peu plus longue puisque nous ne sommes pas maintenant tenus de quitter les lieux avant le couvre-feu. Donc, je pense qu'elle fera à peu près 40-45 minutes. Alors d'abord, ce que je veux, c'est remercier très chaleureusement le Gabi et Apiculture 77 pour leurs efforts pour que cette conférence puisse être tenue et que je puisse vous passer l'information scientifique. Ça n'a pas été facile compte tenu des conditions sanitaires, compte tenu de l'annulation de dernière minute dont la conférence a fait l'objet au théâtre. Et donc, nous voici en visioconférence, obligés d'utiliser des moyens, j'allais dire modernes, un peu inconnus pour certains. Donc, il y a eu un certain nombre d'essais, mais j'espère que ça va marcher. Et j'espère que vous n'en voudrez pas aux organisateurs qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que ça se déroule très bien. Donc, un grand merci au Gabi et à Apiculture 77. Ensuite, je voudrais quand même remercier, je le ferai à la fin, un certain nombre d'institutions qui ont été partenaires, et notamment mon employeur, le Centre national de la recherche scientifique et le ministère de la Recherche, bien sûr, l'Europe aussi, qui a participé à un certain nombre de ces études à un moment donné, et puis la Task Force sur les pesticides systémiques que certains connaissent, c'est un groupement de chercheurs internationaux, indépendants, volontaires, qui se sont penchés sur le sujet des pesticides systémiques. Alors, ma présentation s'intitule Pesticides et santé. Et je vais prendre le cas que je connais bien des néonicotinoïdes parce qu'il m'apparaît être un cas exemplaire, exemplaire dans toute sa complexité, sa diversité de ce qui se passe sur la planète et en particulier aussi en France de nos jours avec des pesticides qui sont utilisés non seulement en agriculture mais aussi dans d'autres secteurs. Pour ma présentation, je voudrais rappeler ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Sur la planète, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants. Et l'ensemble des êtres vivants, c'est d'abord et avant tout des insectes. C'est étonnant, mais il y a plus de races d'insectes sur la planète que de races de plantes. Donc, si vous regardez un peu les chiffres, alors celle qui symbolise l'insecte, évidemment, c'est l'abeille ici. Il y a à peu près 2 millions de races d'insectes connues sur la planète, tandis que le nombre de races de plantes est bien inférieur, autour de 300 000 plantes. Ensuite, en biodiversité, arrive une grande famille que sont les champignons, tous les champignons, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques. C'est l'époque des cèpes en ce moment et j'espère que vous vous régalez. Ensuite arrivent les mollusques, puis les êtres unicellulaires et arrivent ensuite les crustacés. Seulement 27 000 espèces de crustacés. Arrivent ensuite les vers, puis ce qu'on a l'habitude de voir assez communément, les poissons, dont on reparlera, 31, 32 000 espèces de poissons, les oiseaux, bon, là on passe à 9 000, pratiquement 10 000 espèces d'oiseaux, les reptiles, les amphibiens, on n'est plus qu'à 6 000 espèces d'amphibiens, et enfin les mammifères dont nous faisons partie, à peu près 5 500 espèces de mammifères. Croire que la planète est peuplée de mammifères, c'est regarder le monde à notre échelle et c'est une grave erreur puisque, je le rappelle, ce qui peuple la planète avant tout, ce sont les insectes. Alors, je vais me présenter succinctement, histoire de, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis un chercheur au CNRS et j'appartiens à l'Institut de chimie. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a un lien sur la présentation et vous tomberez sur ma page institutionnelle au CNRS. Je suis chimiste, physicien, écotoxicologue et je m'intéresse beaucoup à l'agronomie et donc je me définis moi-même un peu comme agroécologue. Et mon domaine de spécialité initiale, ce sont les antibiotiques, les venins, les pesticides, les neurotoxiques, puisque ça va être l'exemple des néonicotinoïdes, et je m'intéresse à l'impact de toutes ces molécules sur les abeilles, certes, sur les insectes plus généralement, les invertébrés encore plus généralement, les vertébrés également, en fait, sur toute la biodiversité. Et comme nous faisons partie des espèces qui peuplent la planète, eh bien évidemment, je m'intéresse à l'effet de ces neurotoxiques sur la santé.
Alors, j'ai un certain nombre d'activités qui sont hors recherche au CNRS. J'ai été expert pour le ministère de l'Agriculture. Je suis au comité scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, enfin, elle porte un nom assez long, plus connu sous le nom de l'ANSES. Je fais partie du comité scientifique de l'Institut de l'abeille et de la pollinisation, connu sous le nom de ITSAP, mais j'appartiens également à des instances internationales comme l'OCDE, comme l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et puis j'ai participé à l'évaluation sur les pollinisateurs de la plateforme intergouvernementale, plus communément appelée IPBES. Si vous allez sur ma page institutionnelle, vous verrez un certain nombre de mes activités. Alors, je ne sais pas si on voit la souris quand je la déplace. Oui, oui. Oui, oui. Alors donc, vous avez ma photo au milieu et j'interviens là, par exemple, à droite pour les journées de la chimie et du développement durable pour Polytechnique, l'École nationale supérieure et l'École de chimie de Paris, par exemple. Dans divers congrès internationaux, j'organise des petits colloques, je réponds pour les reportages, des interviews et puis j'écris un certain nombre d'articles. Bon, vous cliquez sur les liens et vous verrez ce qu'il en est de mon activité. Ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, je disais que je suis vice-président d'un groupe de chercheurs internationaux, la TFSP, Task Force on Systemic Pesticides, et ces gens sont indépendants des lobbies et des intérêts financiers. Et donc, au titre de ma participation à l'ANSES, je remplis et je tiens à jour une déclaration publique d'intérêt dont vous avez le lien ici et vous verrez qu'effectivement, je n'ai pas de lien d'intérêt qui me lie à une quelconque entreprise des phytosanitaires ou un quelconque lobby de je ne sais quoi. Alors, un peu d'histoire parce que je pense que c'est un élément, les pesticides sont un élément culturel. Ce que je vous propose de regarder, ce sont deux images. Une image qui date du début du XXe siècle, donc il y a à peu près une centaine d'années, où on voit représenter une ferme en haut à gauche avec des cultures et puis bien entendu des ravageurs. Vous voyez ces hordes de ravageurs qui veulent attaquer les cultures et il est présenté de façon assez explicite une ligne de défense, un peu comme une ligne Maginot. Hein, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et cette ligne de défense infranchissable qui protège les cultures des agriculteurs, des paysans, elle est constituée de quoi? D'oiseaux. Et on vous rappelle que les oiseaux, ce sont les plus grands prédateurs des insectes, et en particulier des insectes ravageurs. C'est très intéressant parce qu'on voit une adéquation entre le monde agricole, la biodiversité, notamment des oiseaux, et ces ravageurs qui sont une menace pour les récoltes. Voilà ce que on donnait au monde paysan à l'époque en leur expliquant que leur meilleur allié pour les récoltes, c'était les oiseaux. Et vous voyez, par exemple, ici, en bas à gauche, un oiseau qui tient un insecte ravageur. Pourquoi? Parce qu'un oiseau consomme beaucoup d'insectes ravageurs, notamment pour se nourrir ou pour nourrir ses petits. Passons à l'image suivante. Quelques années plus tard, après que la chimie ait fait quelques efforts, on se rend compte qu'on va retrouver un peu le même type d'image. Donc, en haut à gauche, la ferme, les cultures, toujours des hordes de ravageurs qui veulent attaquer les cultures, mais cette fois, la ligne Maginot, la barrière, n'est plus représentée par des oiseaux, mais est représentée par un certain nombre de molécules chimiques qui sont déversées sur les hordes de ravageurs. Ça peut être ici au milieu du kérosène, ça peut être du Hellebore à l'époque, d'autres qui s'appelaient Parigrine, etc., etc. Et vous voyez que cette fois, les paysans sont sur la ligne d'attaque, sur la ligne de défense, je dirais, et on arrive même à un paradoxe où l'utilisation de toutes ces molécules chimiques conduit également, et vous le voyez ici en haut à gauche, à un paradoxe, c'est que les oiseaux sont devenus les ennemis des cultures, parce qu'ils ne sont vus que comme des consommateurs de semences lors des semis. Voilà comment la situation a évolué à partir du moment où l'homme a imaginé des pesticides, et en particulier ici des insecticides.
Où en sommes-nous en 2016? En 2016, les problèmes qu'avaient dénoncés les apiculteurs sur les cultures, notamment de tournesol en Champagne-Berrichonne, mais également en Vendée, dans l'ouest de la France, ces problèmes-là n'étaient manifestement pas franco-français, ni européens, ils sont mondiaux. Vous avez ici le communiqué de presse de la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est une émanation des Nations Unies, et qui vous dit qu'elle fait un constat alarmant. Je ne vais parler que de la deuxième ligne avec la flèche rouge. 40% des invertébrés pollinisateurs, donc les abeilles sauvages, tout ça, hein, sont face à l'extinction aujourd'hui. Et en particulier, il s'agit d'abeilles, bees, et de papillons, butterflies. Il faut prendre le sens du mot bees au sens large, parce qu'en anglais, les bees ne sont pas que les abeilles à miel des apiculteurs, mais toutes les abeilles en général, qu'elles soient sauvages, qu'elles soient solitaires. Ça peut être les bourdons, par exemple. Que vous dit cette plateforme intergouvernementale? Elle vous dit que l'utilisation des pesticides a une responsabilité dans le devenir des pollinisateurs. Et en particulier, cette plateforme a le courage de nommer les néonicotinoïdes comme étant une des causes qui menacent les pollinisateurs. Et dans les nombreuses solutions que cette plateforme suggère, elle dit qu'il faut décroître l'exposition des pollinisateurs aux pesticides, c'est la ligne du bas, en réduisant l'usage des pesticides. Bien, le ton est donné, les pollinisateurs sont en train de disparaître de la planète. Il y a également des pollinisateurs vertébrés qui disparaissent, on les connaît moins bien, mais c'est le cas des chauves-souris, par exemple. Alors, parlons un peu de néonicotinoïdes. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central, notamment des insectes, et notamment donc des ravageurs, puisque c'est pour ça qu'ils sont utilisés. C'est une petite famille d'une douzaine de molécules, et ils agissent au niveau de la fente postsynaptique, ici à gauche, puisqu'ils prennent la place d'un neurotransmetteur habituel, qui est l'acétylcholine, et qui va exciter les neurones. Alors, on le voit ici en bas à droite, normalement, l'acétylcholine vient se coller sur son récepteur nicotinique de l'acétylcholine, l'ouverture du canal se fait et l'influx nerveux peut passer. Si vous mettez de l'imidaclopride, qui est par exemple l'archétype des néonicotinoïdes le plus vendu, eh bien, il va prendre la place de l'acétylcholine, il va bloquer le canal ouvert, les ions sodium Na+, vont pouvoir passer, et à ce moment-là, j'ai perdu la souris, voilà, à ce moment-là, le neurone va être excité, ce qui va exciter les muscles ensuite derrière, et donc l'insecte ravageur va mourir d'une espèce de crampe généralisée. Les néonicotinoïdes et l'imidaclopride en général ont été vendus sous le nom de Gaucho pour les céréales, Confidor pour les arbres fruitiers, Premice, c'était plutôt une formulation antitermite, et Advantage était une formulation anti-puce et anti-tique sur les animaux domestiques. Donc, on a des matières actives qui sont utilisées tous azimuts et dont il faut prendre conscience qu'elles ne sont pas sélectives d'une catégorie de ravageurs. Alors, pourquoi ils ont eu tant de succès, ces néonicotinoïdes? Parce qu'ils peuvent être utilisés de façon translaminaire ou en enrobage de semences, par exemple. De façon translaminaire, on comprend tout de suite ce que c'est. Vous avez un spray ici, un tracteur qui fait un spray et qui traite les cultures. À ce moment-là, l'insecticide va rentrer par l'intermédiaire des feuilles, des parties aériennes, et va être diffusé dans toute la plante pour protéger la plante de tous les ravageurs, y compris les racines. En traitement de semences, l'insecticide enrobe les semences. Donc ça, c'est des semences non enrobées. Et là, vous avez des semences enrobées. Donc c'est comme une petite pellicule de chocolat qu'on trouve sur les M&M's, à part que là, c'est de l'insecticide sur la semence. Le néonicotinoïde doit être dissous dans l'eau du sol, c'est pour ça qu'il sera toujours soluble, puis il est véhiculé par la sève à l'intérieur de la plante, et vous voyez que toutes les parties de la plante vont être protégées, ce qui pour les agriculteurs est un gros avantage. Protection de la semence, protection des racines, protection des parties aériennes. Mais l'inconvénient, c'est que toute la plante va être contaminée de l'insecticide, en particulier pour les apiculteurs, les parties florales,
et pour les consommateurs, les fruits qui sont issus de la plante. L'avantage des néonicotinoïdes, c'est qu'au lieu d'utiliser 1 kg par hectare, à peu près, pour traiter, on n'utilise à peu près que 200 à 400 grammes par hectare. Alors, cette réduction par un facteur 5 cache une augmentation de toxicité que je vais discuter tout à l'heure. En effet, si on compare par exemple la toxicité des néonicotinoïdes à d'autres insecticides comme le DDT qui a été interdit il y a 30 ans, on se rend compte que les toxicités sont pour les abeilles entre 7, 8 et 10 000 fois plus importantes. Je vais y venir maintenant puisqu'on va discuter de l'homologation des néonicotinoïdes qui s'est faite sur des hypothèses de non-toxicité chronique, notamment pour les abeilles, et de non-exposition pour les abeilles. Donc, a priori, il ne devait pas y avoir de problème. Cette hypothèse a été invalidée parce que, au niveau de la toxicité, par exemple, je vous l'ai dit, si on compare au DDT et si on compare la dose qui tue une population d'abeilles, qui tue 50% d'une population d'abeilles, on se rend compte, ça y est, j'ai perdu la souris, on se rend compte qu'il fallait 27 000 nanogrammes, 27 000 milliardièmes de grade par abeille pour décimer la moitié d'une population. Et avec l'imidaclopride, qui est l'archétype des néonicotinoïdes, il ne faut plus que 3,7. En faisant le rapport de ce chiffre 3,7 sur 27 000, en tout cas 27 000 sur 3,7, on se rend compte que l'imidaclopride est 7 300 fois plus toxique environ que ne l'était le DDT. Pour la clothianidine, le résultat donne à peu près 10 800 fois plus toxique. Ça, c'est un premier point qu'il faut garder en mémoire. Le deuxième point qu'il faut garder en mémoire, c'est que ces pesticides ont une durée de vie longue. Et par exemple, dans le sol, selon les études, selon le sol, selon les essais, bien sûr, les géographies ne sont pas identiques partout dans le monde. Pour l'imidaclopride, on a une durée de demi-vie, le temps au bout duquel il n'en reste que la moitié, qui est de 40 jours. Mais elle peut être de 1136 jours. Donc, il y a une grande variété de durée de vie dans le sol. Sur le continent européen, et en particulier en France, la demi-vie de l'imidaclopride est autour de 3 à 6 mois. Ce qui fait qu'au bout d'une année, si on retraite un champ avec de l'imidaclopride, il va y avoir accumulation. On n'aura pas eu le temps de dégrader l'imidaclopride en divers métabolites, d'ailleurs qui seront toxiques eux aussi, qu'on aura rajouté une couche. Donc, retenez qu'il faut à peu près attendre 5 ans pour qu'un sol qui a été traité avec du traitement de semences à l'imidaclopride redevienne à peu près correctement propre. Dans le cas du thiaméthoxam, vous allez voir qu'un an suffirait. Sauf que le thiaméthoxam se transforme en clothianidine. Et là, tout le thiaméthoxam qui s'est transformé en clothianidine, qui est aussi un neurotoxique puissant, qui est vendu par une société phytosanitaire, tout ce thiaméthoxam de Syngenta, on va les nommer, qui se transforme en clothianidine de Bayer, lui, il va falloir attendre 30 ans pour que la parcelle soit nettoyée. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas se laisser leurrer par des chiffres qui seraient favorables et il faut toujours être méfiant. En tout état de cause, ce qu'on peut retenir, c'est que les néonicotinoïdes sont extrêmement toxiques pour les abeilles et pas que pour les abeilles, et ils ont une durée de vie dans les sols qui est importante. Alors, qu'en est-il des hypothèses de toxicité pour les abeilles? Si on fait une expérience, alors là, je reprends une expérience de 2001, tout ça, on le sait depuis assez longtemps, et qu'on expose à 0,1 nanogramme par gramme, donc un dixième de milliardième d'imidaclopride par gramme de nourriture pour les abeilles, le premier jour, vous n'avez aucune mortalité. Vous avez ici la mortalité en pourcentage. Le deuxième jour, vous n'avez aucune mortalité. Nous sommes à 48 heures. Par contre, si on attend davantage, et ça n'avait pas été pris en compte dans les dossiers d'homologation, voilà ce qui se passe. À 0,1 nanogramme par gramme, la mortalité apparaît au bout d'une cinquantaine d'heures et ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre, au bout de 8 jours, à peu près 50%. Si vous homologuez un produit phytosanitaire sur cette base-là, vous dites qu'il n'y a pas de problème.
Si vous l'homologuez sur cette base-là, vous faites une grave erreur. Et normalement, ces produits, compte tenu de ces données, n'auraient jamais dû être mis sur le marché pour la protection des pollinisateurs. Qu'en est-il de la contamination maintenant des parties florales? Et là, c'est l'exemple du tournesol, une étude qui est assez ancienne, de 2003, et qui vous démontre que sur ce tableau, les fleurons de tournesol, le pollen de tournesol, qui n'était pas censé être contaminé du tout par ces produits puisqu'il ne durait que quelques jours, en fait, on trouve 7 nanogrammes par gramme dans les fleurs et dans les pollens, on trouve 3 nanogrammes par gramme. C'est-à-dire, dans les pollens, il y en a 30 fois plus que ce que je vous ai montré sur la figure précédente. Ce n'est pas très étonnant, à partir du moment où les abeilles vont être exposées à ces quantités-là, qu'il y ait des mortalités, qu'elles soient immédiates ou qu'elles soient légèrement différées sur quelques jours. Maintenant, je voudrais, puisque je veux parler de santé, je vais petit à petit avancer dans la biodiversité et je voudrais quand même résumer très succinctement un travail qui a duré une dizaine d'années par l'ensemble des membres du groupe international indépendant sur les pesticides systémiques. Nous avons d'abord publié en 2014 et en 2015 une série d'articles, 8 articles scientifiques, qui font 154 pages. Il faut savoir qu'un article scientifique, en général, fait 5-6 pages. Là, vous avez ce qu'on appelle des pavés qui font le tour de la question. Et on a remis ça à jour en 2017 jusqu'à aujourd'hui, 4 nouveaux articles scientifiques. Les premiers articles scientifiques se voulaient faire un état des lieux exhaustif pour toute la biodiversité de l'effet des pesticides systémiques néonicotinoïdes sur la planète. Les autres articles scientifiques ont pris un tournant majeur puisqu'ils sont allés voir les résistances que les néonicotinoïdes induisaient chez les ravageurs et commençaient à proposer des alternatives. Il y a un autre article ici qui fait le tour des alternatives possibles, culture par culture, pays par pays, et je vais vous en parler tout à l'heure. Ça a donné lieu à l'écriture d'un livre, il est en anglais, il est particulièrement indigeste, mais sachez que ça existe et qu'on peut y faire référence et que tous ces articles sont en open access, ça veut dire accessible à tous. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ces articles? Très rapidement. Je vais en citer un, par exemple, qui vous dit que les abeilles, en général, les bees en anglais, donc là, c'est l'exemple d'un bourdon, mais ça pourrait être une abeille à miel, ça pourrait être une abeille solitaire ou une abeille n'importe laquelle, sauvage, sont soumis à 4 grands types de stress, ici en rouge, qui à eux seuls peuvent décimer les populations. D'abord, un manque de nourriture évident. Quand vous avez une culture, monoculture sur des centaines d'hectares de blé, par exemple, que voulez-vous que les pollinisateurs butinent? Ensuite, ces pollinisateurs sont soumis bien évidemment à des parasites comme le varroa ou des pathogènes comme certains virus que les apiculteurs connaissent bien, et ça depuis toujours. Il y a toujours eu plus ou moins de parasites, il y a toujours eu des pathogènes. C'est comme nous avons des tas de bactéries dans notre système digestif ou des bactéries sur notre peau, et nous arrivons très bien à vivre parce que nous avons développé une immunité contre ceci. Mais dans certains cas, les parasites et les pathogènes peuvent conduire à la disparition des ruches. Et puis, dans les 4 grands facteurs qui affectent la santé des abeilles, en particulier des abeilles pour les apiculteurs, on va trouver des molécules qu'on appelle xénobiotiques amenées par l'homme. Et en particulier, vous avez 2 grandes familles qui sont les néonicotinoïdes et aussi les pyréthrinoïdes. Il est intéressant souvent de constater que en solution de remplacement des néonicotinoïdes, on propose les pyréthrinoïdes. Ils ont juste l'avantage de durer un peu moins longtemps dans l'environnement, mais pour la santé de l'abeille, c'est quasiment pareil. Ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est que des fongicides, ici, en bas à gauche, n'ont qu'une faible interaction directe avec les pollinisateurs. Mais par contre, ils rendent les insecticides beaucoup plus toxiques pour les pollinisateurs. Donc, en présence de fongicides, vous avez des néonicotinoïdes et des pyréthrinoïdes qui sont encore plus actifs. C'est ce qu'on appelle une synergie.
De la même façon, en présence de néonicotinoïdes, les parasites et les pathogènes sont beaucoup plus virulents. Pourquoi? Parce que les néonicotinoïdes affaiblissent le système immunitaire des abeilles et donc les pathogènes en profitent. Les parasites, pareil. Les varroas, pareil. Les abeilles supportent beaucoup moins les varroas et supportent beaucoup moins les pathogènes habituels que sont les virus et même les espèces de noséma. Donc tout ça agit en synergie et ce qu'on peut regarder, c'est qu'en conclusion, les abeilles font face à des cocktails de pesticides en dehors de la ruche, lorsqu'elle butine par exemple, ou dans la ruche parce qu'elle ramène ces toxiques à l'intérieur. Et évidemment, les larves, les ouvrières, tout ça vont être très sensibles. Tout ceci est vrai, bien sûr, pour les abeilles des apiculteurs, mais également pour tous les pollinisateurs sauvages. S'agissant d'environnement, nous avons décodé ce qui se passait avec les néonicotinoïdes. Vous avez un article qui est déjà assez ancien, qui date de 2014, et qui vous dit, voilà, avec l'exemple du tournesol, quand on traite du tournesol avec des semences enrobées, eh bien, seulement 2 à 20% des matières actives neurotoxiques sont véhiculées à l'intérieur de la plante et la protègent contre les ravageurs. Mais par contre, vont atteindre les pollens et les nectars. 80 à 98% vont rester dans le sol et donc vont exposer les invertébrés du sol qui sont tout aussi sensibles que les ravageurs ou que les abeilles. Donc, il va y avoir un impact sur les invertébrés du sol à coup sûr. Ces 80 à 98% qui restent dans le sol et qui sont très stables et qui sont solubles dans l'eau vont être à un moment donné ou à un autre lessivés par les eaux de surface, la pluie tout simplement, et vont finir dans les cours d'eau, dans les petits ruisseaux, dans les flaques, dans les eaux de surface. Et là, vont exposer les arthropodes aquatiques, donc tous les invertébrés aquatiques, qui, je le rappelle, sont quand même à la base de la vie sur la planète. Hein, je citerai l'exemple tout à l'heure du zooplancton. Et si on se met à la place, évidemment, des insectes pollinisateurs, ils sont exposés par le pollen et le nectar, mais également par la contamination de l'eau. Si on se met à la place d'un oiseau, par exemple, il peut être exposé à ces molécules toxiques qui vont avoir un effet sur sa santé à travers les semences enrobées qu'il peut consommer directement s'il en reste dans les champs, à travers le manque de nourriture, puisqu'il n'y a plus d'invertébrés ni aquatiques, ni des invertébrés terrestres ou des vers de terre. Et vous savez que les oiseaux ont tous besoin d'insectes, au moins pour nourrir leurs petits, qu'ils deviennent plus tard insectivores ou qu'ils deviennent granivores. À un moment donné, il faut nourrir les petits et ils ont besoin d'insectes. Voilà à peu près le schéma tel qu'il était présenté en 2014. C'était un schéma explicatif et nous allons voir que, hélas, nous avions raison puisque la science a démontré, après, que toutes les hypothèses que nous avions formulées étaient bonnes et étaient vérifiées, alors que les hypothèses lors des homologations étaient toutes fausses et n'ont pas été vérifiées. Alors, s'agissant de la biodiversité, je ne vais pas passer les espèces une par une. Je vais vous parler des grandes familles, des grands groupes taxonomiques. On a vu l'exemple des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs. Ce schéma est assez compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est le nombre de ronds rouges. Au minimum, 0 rond rouge. Au maximum, 4 ronds rouges, c'est la situation la plus catastrophique. On peut discuter de l'impact de ces pesticides sur les individus, c'est-à-dire sur les abeilles, les ruches, mais également sur les populations, c'est-à-dire Apis mellifera, Apis ceranae, les bourdons, etc. Ou alors sur les communautés, ça inclut aussi les coccinelles et tout ce qui pollinise. Quel que soit le niveau auquel on regarde, pour les pollinisateurs, la situation est catastrophique. Tous les pollinisateurs seront touchés, tous les pollinisateurs seront menacés et il est clair que l'utilisation des néonicotinoïdes est complètement incompatible avec le service écosystémique donné par les pollinisateurs et ce n'est pas étonnant si 40% des pollinisateurs sont face à l'extinction aujourd'hui. La surprise de nos études, c'est de montrer qu'il en est de même pour les invertébrés terrestres. J'ai cité l'exemple du ver de terre tout à l'heure, mais vous savez que la qualité des sols dépend de toutes ces petites bestioles qui recyclent les nutriments dans le sol
qui rendent les sols fertiles. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe, et ces sols fertiles servent à l'agriculture. Donc, tuer les invertébrés du sol et tuer les pollinisateurs, c'est scier l'arbre sur lequel l'humanité est assise. Bien, l'autre surprise, c'est qu'au niveau des invertébrés aquatiques, la situation est exactement la même. Alors évidemment, ça intéresse beaucoup moins de gens, parce qu'il y a peu de gens qui travaillent avec les invertébrés aquatiques. Mais je le rappelle, les invertébrés aquatiques, c'est la base de la chaîne alimentaire sur la planète. Et par exemple, vous avez un fort impact sur le zooplancton qui va ensuite nourrir d'autres espèces. Donc, ce n'est pas très étonnant que nous sonnions un espèce de cri d'alarme, parce que si on considère la biodiversité comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord des invertébrés, et notamment des insectes, et ensuite des plantes, ben, s'il n'y a plus de pollinisateurs pour la reproduction des plantes, vous comprenez bien que c'est les premiers étages du château de cartes de la chaîne alimentaire sur la planète qui sont en train de s'écrouler. Et avec les premiers étages tomberont le deuxième, le troisième, le quatrième étage. Et forcément, nous qui sommes au sommet de cette pyramide, qui est en fait un château de cartes, un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus. Alors, on observe aussi, parce que des études ont été faites, des impacts sur la biodiversité, pas sur tous les groupes, parce qu'il y a peu d'études qui sont faites, par exemple, sur les reptiles, mais on se doute que c'est probable, puisque les reptiles consomment des insectes. Mais on voit des impacts sur la grande catégorie des amphibiens, crapauds, grenouilles, salamandres, tout ce que vous voulez. Mais les plus forts impacts qui ont été observés déjà, ce sont sur les poissons et sur les oiseaux. On comprend très bien que sur les poissons, si vous privez les eaux de surface d'invertébrés aquatiques, ça va mal se passer. Pour les oiseaux, c'est pareil, puisque j'ai expliqué que les oiseaux avaient besoin d'insectes pour nourrir leurs petits. Donc, on va y revenir tout à l'heure à travers quelques exemples. Et puis, restent les mammifères. Alors là, on a représenté un rat, mais on aurait pu représenter autre chose. Alors, on a représenté un rat parce que la plupart des études, et très peu d'études ont été faites sur les mammifères, parce que l'hypothèse de départ lors des homologations, c'est de dire, oh, mais ce n'est pas toxique pour les mammifères, c'est que pour les petits insectes de rien du tout. Bon, en fait, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'études qui sont alarmantes sur les mammifères. Je vais vous les montrer plus en détail tout à l'heure, et en particulier chez l'homme. Alors, on continue maintenant avec quelques exemples. Donc, les vers de terre. Les vers de terre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'articles sur les vers de terre, mais il y en a quand même un qui est sorti très récemment et qui vous dit que les sols sont particulièrement pollués et que les vers de terre accumulent les toxiques. Et en particulier, le premier d'entre eux, l'imidaclopride ici, a des teneurs qui sont faramineuses. Et donc, ce n'est pas étonnant que les vers de terre disparaissent des sols. D'ailleurs, si vous lisez bien cet article, il vous dit même qu'il y a des zones agricoles où il n'y a plus de vers de terre du tout. En tout cas, l'article conclut qu'il y a un risque très élevé de toxicité chronique pour les vers de terre dans 46% des exemples, et que ce soit dans les champs de céréales d'hiver ou même dans les habitats non traités qui sont considérés comme des refuges. Ça veut bien dire que l'imidaclopride, il n'est pas sélectivement dans le champ traité, mais il est partout. Ensuite, je vais prendre un autre exemple, parce que souvent on dit si on autorise les néonicotinoïdes pour la betterave, les abeilles ne butinent pas la betterave, circuler, il n'y a plus de problème. Oui, mais il n'y a plus de problème, mais le problème, il est déplacé. On le voit pour la qualité des sols avec le ver de terre. On va le voir un petit peu plus loin lorsque les néonicotinoïdes seront véhiculés par les eaux de surface et arriveront dans les estuaires. Il ne faudra pas s'étonner que la profession de ceux qui cultivent les huîtres se plaignent un jour très fortement parce qu'il est démontré que l'effet des néonicotinoïdes sur les huîtres est important. Vous avez ici l'imidaclopride. Alors, je vais très vite. Ça perturbe toute la biologie de l'huître. Et en particulier, ça perturbe son immunité, ici en haut, avec des noms barbares, GST, glutathione transférase, ici, mais également son activité biologique. Et donc, la conclusion que je vais très vite, cela implique que l'exposition à ces pesticides seule peut compromettre la santé des huîtres. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'effets directs ou indirects. Je ne rentre pas dans le détail de cette publication, mais si vous voulez, on pourra en discuter. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans le milieu aquatique.
Vous avez une publication ici qui est vraiment très intéressante. Les néonicotinoïdes ont été utilisés au Japon et il se trouve que en bas du bassin versant de ces cultures, il y avait un lac qui traditionnellement nourrissait toute la population. Ils ont observé que depuis l'usage des néonicotinoïdes, ils avaient perdu 83% du zooplancton. Et ce faisant, la récolte ça y est, j'ai perdu d'anguilles et de sardines s'est effondrée de 240 à 22 tonnes par an. Autrement dit, a été divisé par 10. Ce qui pose un problème pour nourrir les populations. Donc le lien est fait entre les néonicotinoïdes, la disparition du zooplancton, la disparition des anguilles et la disparition des sardines. Un autre exemple. J'aime bien cette photo parce qu'on y voit à la fois un oiseau et nos chères abeilles. L'impact sur les oiseaux, il avait été vu déjà depuis 2014. Et une étude avait montré qu'il n'y avait pas de corrélation ni avec le réchauffement climatique, ni avec un certain nombre de choses qu'on cite en général qui dit oui, mais les oiseaux ils meurent à cause de ça ou de ça, et que la corrélation se faisait parfaitement avec la contamination de l'eau par les néonicotinoïdes à hauteur de 20 nanogrammes par litre, c'est-à-dire ce qu'on retrouve à peu près partout. Et là, sur une série de populations d'oiseaux, plusieurs espèces, ils ont fait une moyenne et ils vous disent qu'on perd 3,5% par an des oiseaux communs. Alors, bien sûr, plein de gens ont dit, mais non, c'est catastrophique, 3,5 par an, ça ferait 35% en 10 ans, en gros, hein. C'est pas possible et tout. Si, c'est possible parce que vous avez la même étude qui a été faite aux États-Unis, où on vous dit que les néonicotinoïdes et le déclin de la biodiversité, et notamment chez les oiseaux, se fait, et eux, ils trouvent 4 ou 3%. C'est les mêmes chiffres, c'est la même chose. Et ça, entre 2008 et 2014. Et ça s'explique parce que les oiseaux soit consomment les graines, soit consomment des manques d'insectes pour nourrir leurs petits. Et ce que dit cet article est très intéressant parce qu'il dit que de toute façon, si quand bien même ils trouveraient des insectes, ces insectes qui ont ingéré l'imidaclopride représentent l'empoisonnement des petits oiseaux. Vous avez ici un oiseau parent qui donne un insecte à l'oiseau petit, mais il faut savoir que cet insecte contient de l'imidaclopride. Et donc, le parent, ce faisant, empoisonne ses petits. Si vous n'étiez pas persuadé, donc ça c'est une publication qui est récente, si vous n'étiez pas persuadé, vous avez encore une autre publication, je vous en ai sélectionné que 3, qui vous dit que l'imidaclopride, toujours archétype des néonicotinoïdes, il faut considérer que les autres c'est la même chose, pose un risque aigu de toxicité, aigu, c'est-à-dire quasiment immédiat, pour les petits oiseaux des paysages agricoles. Et donc là, ils ont pris l'exemple d'un oiseau particulier. Donc, il est indiscutable qu'on assiste aujourd'hui aux effets en cascade que nous avions prévus il y a 7 ou 8 ans. Plus grave est le cas de certains mammifères. J'ai pris cette publication parce que j'ai voulu illustrer que l'hypothèse de départ qui disait oui, mais les grosses espèces, tout ce qui est gros va être beaucoup moins sensible. Vous avez une publication américaine ici qui vous dit qu'en buvant simplement l'eau qu'il y a dans la nature contaminée avec les néonicotinoïdes, il y a des effets dramatiques sur la santé des biches et de leurs faons. Autrement dit, que ça explique les dépopulations de ces cervidés actuellement aux États-Unis. Et ce qui est très intéressant dans cette publication, et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'une étude qui fait des corrélations, qui voit un phénomène à côté d'un autre phénomène et qui le relie. Là, c'est une étude démonstrative. Ils ont fait des tests sur ces animaux-là, avec et sans néonicotinoïdes. Et la réponse est très claire. Les résultats démontrent que l'imidaclopride a des effets directs sur la biche à queue blanche, d'accord, lorsque l'imidaclopride lui est administré à des doses qui sont field relevant, ça veut dire celles qu'on trouve dans la nature, tout simplement aujourd'hui. Donc, ça agit sur la reproduction et ça met l'espèce en danger.
Alors, j'en viens maintenant à la santé humaine, forcément, parce que là, on est à la taille qui est la nôtre. Alors, je rappellerai qu'en santé humaine, ne croyez pas que nous ne soyons pas exposés. Déjà, dès 2015, on s'était rendu compte que 100% des fruits et des légumes aux États-Unis, sur le marché de Boston, contenaient au moins un néonicotinoïde. 72% en contenaient deux, 45% des légumes contenaient au moins deux néonicotinoïdes. Donc, par l'intermédiaire des fruits et des légumes, nous consommons tous les jours des néonicotinoïdes. Je rajouterai que c'est valable aussi par le thé, par le café, par le chocolat, par les fraises, par les carottes, tout ce que vous voulez. Parce que les néonicotinoïdes, c'est 140 cultures dans à peu près tous les pays du monde. Ça, c'est la preuve que ça rentre dans notre organisme. Ça ne suffisait pas aux autorités pour dire que nous étions aussi exposés. Est arrivée, par exemple, la preuve que nous débarrassions de ces toxiques, plus ou moins avec réussite, par une étude japonaise qui vous dit au Japon en 2014, 90% des individus testés sont positifs pour au moins 4 néonicotinoïdes. Vous imaginez bien que s'il en sort 4, c'est qu'il en est rentré au moins 4. Et ce sont l'imidaclopride, la clothianidine, le dinotéfurane et le thiaclopride. Le dinotéfurane n'est pas utilisé en France, mais les trois autres ont failli l'être. Et les dérogations qu'on demande sur la betterave incluent la clothianidine, par exemple, et l'imidaclopride. Les effets sur la santé sont clairs. Dès 2007, l'Agence canadienne de santé les classait comme perturbateurs endocriniens potentiels. Ils ont été reconnus génotoxiques et cytotoxiques. Ces deux mots doivent éveiller chez vous la notion de cancer. Leurs effets sont liés aux maladies du spectre autistique. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, cancérigènes, ils agissent sur le neurodéveloppement. On le sait déjà depuis 2013. C'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire et sanitaire qui le dit. Ils ont des effets sur le foie, sur la thyroïde et les testicules. Tout ça, ce sont plutôt les cancers. Et bien entendu, on se rend compte en 2014 que, comme pour les abeilles, il y a des synergies entre pesticides. Et nous sommes, comme les abeilles, exposés à des cocktails de pesticides, notamment les fongicides et les herbicides, comme le glyphosate. Donc, au Japon, qui utilise beaucoup de néonicotinoïdes, on a même des gens qui finissent à l'hôpital. Et on se rend compte en plus qu'ils ont des actions inattendues sur d'autres récepteurs du système nerveux central, comme les récepteurs glutamate. Alors, ça nous amène à aller un petit peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, je vais vous présenter une publication. Et cette publication, elle enfonce le clou. Je suis auteur de cette publication. Et elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'à travers tous les pays du monde, ces pesticides néonicotinoïdes sont trouvés dans 97% de la nourriture. C'est pour ça que je vous mets au défi de faire un seul repas dans l'année sans consommer des néonicotinoïdes, quand bien même ils aient été interdits depuis quelques années en France. Pourquoi? Parce que vous en aurez toujours dans les denrées alimentaires qui sont importées, hein, les jus de fruits, le café, le thé, tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que la teneur de néonicotinoïdes dépasse les normes de sécurité pour les consommateurs dans 42% de la nourriture mondiale. Imaginez-vous, un aliment sur deux, pratiquement, comporte un risque pour notre santé puisqu'on dépasse les normes qui sont acceptables dans les pays. Alors, chez l'homme, quels sont les effets qui sont connus chez l'homme parce qu'on a fait des tests sur les animaux, hein, bien sûr. Alors, les effets qui sont connus sont, je l'ai dit, en premier lieu, le cancer et le neurodéveloppement. Mais il y a d'autres effets qui ont été observés. Et donc là, pour la population, c'est par exposition chronique, c'est-à-dire tous les jours, hein, quand on en consomme tous les jours, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais les effets sont sûrs. C'est d'abord des effets négatifs pour le développement du cerveau. Ça veut dire chez le fœtus, chez le jeune enfant et chez la personne âgée. Elles induisent également, alors chez l'adulte aussi, mais ça se voit un peu moins, mais le plus grave, c'est chez les plus jeunes d'entre nous. Elles induisent aussi des malformations cardiaques qu'on appelle tétralogie de Fallot. Et vous avez l'exemple ici d'un bébé qui est né, qui a une malformation cardiaque, et là, une petite cicatrice que les chirurgiens ont faite parce qu'on est obligé, quand c'est possible, sinon l'enfant meurt, de faire une intervention chirurgicale lourde. Ensuite, vous avez des maladies qu'on appelle gentiment anencéphalie, et ça veut juste dire qu'il manque une partie du cerveau. Hein, c'est lié avec le développement harmonieux du cerveau. Et j'aime bien montrer l'exemple d'un enfant qui a survécu.
alors que la plupart du temps, ça mène à des fausses couches. Et vous voyez, cet enfant-là, il lui manque une partie de la boîte crânienne, il lui manque une partie du cerveau. Je rends hommage aux parents de cet enfant, qui s'appelait Jackson, un petit Américain, et qui est mort à l'âge de 5 ans. Ensuite, on a des effets, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, qui rentrent dans les maladies du spectre autistique. Le plus léger de ces effets, c'est par exemple l'hyperactivité, le plus lourd étant l'autisme sévère. Et puis des effets qui sont moins graves, qui ne mettent pas la vie en danger, c'est par exemple des pertes de mémoire ou des tremblements. Mais les pertes de mémoire, c'est pas j'ai oublié mes clés, je les cherche, je ne sais pas où elles sont. Non, ce sont des pertes de mémoire à long terme, ça peut durer plusieurs semaines, et les tremblements aussi durent assez longtemps. Et il est intéressant de remarquer que les médecins japonais, qui sont très en avance sur ces maladies-là, conseillent à leurs malades de ne plus manger ni de fruits, ni de légumes pendant plusieurs semaines. Ce qui est quand même paradoxal. Et bien sûr, ne pas boire du thé archi-contaminé. Un autre effet sur la santé qui est très important et qui était relié avec le développement du cerveau, c'est que contrairement aux hypothèses qui avaient été données, non seulement les néonicotinoïdes passent la barrière qui protège le cerveau et le système nerveux central, ça on l'a bien compris, mais en plus, ils passent la barrière placentaire. Et en particulier, il y a un article dont je suis auteur et que je tiens à vous citer et qui est très simple à comprendre. Nous avons prélevé le premier pipi de nouveau-né, mais vraiment à la naissance. On a mis le pipi dans un tube à essai, on l'a analysé. Et ce premier pipi, chez les enfants qui ont des problèmes de neurodéveloppement, qui ont un poids, par exemple, extrêmement faible, c'est des enfants qui pèsent entre 1,2 kg et 1,6 kg, au lieu de peser les 3,5 kg à la naissance comme un enfant normal. On se rend compte que systématiquement, on détecte un métabolite, pas de l'imidaclopride, de l'acétamipride, qui est utilisé notamment pour les arbres fruitiers. Donc, les conclusions que je vous ai mises ici, c'est que ces résultats montrent pour la première fois que l'exposition des néonicotinoïdes se fait à l'intérieur du ventre de la mère par l'intermédiaire des produits que la maman consomme. Avant même la naissance, l'enfant est intoxiqué par ses parents qui consomment des produits, ils ne peuvent y échapper de toute façon, qui contiennent des néonicotinoïdes. Alors, se pose la question fondamentale, mais pourquoi on utilise ces molécules? Ou pourquoi on veut les réutiliser, notamment en France? Eh bien, parce que ces molécules, on nous a dit qu'elles étaient absolument essentielles et que sans elles, point d'agriculture. Alors, je rappellerai quand même les travaux de l'ANSES sur ce sujet, le groupe qui était chargé d'identifier les alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes en France. Donc, sur 130 usages qui étaient autorisés, ça date de 2016, ça, hein, ils se sont aperçus que dans 78% des cas analysés, c'est-à-dire 80%, l'immense majorité, il existait des solutions alternatives non chimiques. Pas besoin de pesticides. On peut faire autrement. Rotation de culture, utiliser des pièges, des choses comme ça, des semis tardifs. Et que dans les autres cas, c'est-à-dire seulement 20%, l'ANSES, à mon avis, fait une erreur, mais elle préconise d'utiliser une autre famille d'insecticides, qui est par exemple les pérétrénoïdes. Mais ce que je retiens, c'est que déjà, on pourrait se débarrasser de 80% des néonicotinoïdes. Et c'est pour ça que le législateur, d'ailleurs, les a interdits. Nous sommes allés beaucoup plus loin et nous avons publié un article qui voit toutes les méthodes alternatives aux néonicotinoïdes, y compris qui peuvent utiliser d'ailleurs des pesticides bien moins nocifs, des biopesticides par exemple. Et ces méthodes, on peut les classer en 4 grandes familles. D'abord, on va agir sur les paysages. On fait des corridors écologiques, on plante des arbres, des zones humides. On va favoriser en fait les petites parcelles avec des haies et on va favoriser la biodiversité. Pourquoi? Parce que biodiversité égale prédateur des ravageurs et égale aussi parasitoïdes, c'est-à-dire les maladies des ravageurs. Et tout ça va faire un équilibre. On peut aussi jouer sur les méthodes agricoles,
faire bien évidemment de la rotation de culture, utiliser des variétés résistantes aux insectes ou aux maladies, faire des semis tardifs, mélanger des variétés, faire des tas de choses comme ça. Et on a donc des techniques qui peuvent être combinées à de paysages favorables pour que les ravageurs ne s'installent pas. Donc on est en train de faire du préventif là. On peut utiliser des macro-organismes ou des micro-organismes. Alors les macro-organismes, on va favoriser les parasitoïdes, donc tous ceux qui vont amener des maladies aux ravageurs, ou les prédateurs, qu'ils soient vertébrés, les oiseaux par exemple, ou invertébrés, c'est les coccinelles qui mangent les pucerons. Hein, mais il y a plein d'autres exemples, bien sûr. Hein. Et puis on peut utiliser des micro-organismes comme des micro-champignons ou des bactéries qui vont combattre les ravageurs. Et puis ensuite, il y a la classe des autres techniques. Alors, les médiateurs chimiques, les hormones qui vont faire croire, qui vont faire de la confusion sexuelle. On peut utiliser des poudres, de l'eau chaude pour se débarrasser de certains ravageurs, des substances de base comme des huiles, des sucres ou des extraits d'ortie, par exemple, des répulsifs, des phéromones, des pièges qui attirent les ravageurs et donc qui les empêchent de se développer. Il y a même des nouvelles techniques de confusion acoustique. On ne sait pas trop si ça marche ou pas, mais en tout cas, il y a toute une batterie déjà d'outils qui peuvent être utilisés par le monde agricole. Et puis, on peut aussi utiliser des insecticides beaucoup plus soft, qui sont des dérivés naturels et qui vont se dégrader rapidement dans l'environnement. Donc, nous ne comprenons pas que, par exemple, la profession agricole des betteraviers qui font de la betterave industrielle se soit acharnée à ne pas mettre en place ces alternatives depuis de nombreuses années en disant nous, il n'y a que les pesticides, point terminé. À un moment donné, il y avait une nécessaire transition qu'ont fait les autres agriculteurs, je pense notamment au tournesol, où on nous avait dit c'est la fin de la filière si on enlève les néonicotinoïdes, ça a été faux, les rendements sont les mêmes, le colza, le maïs. Donc je ne comprends pas que, par exemple, en France, les betteraviers n'aient pas suivi le même chemin. J'ai l'impression qu'ils ont préféré aller au carton en se disant qu'il ferait sauter la loi. Alors, une méthode, pardon, que je veux détailler parce que c'est la nôtre, on pousse vers cette méthode, ce sont les fonds mutuels ou un système assurantiel. Ça vient d'où? Ça vient de la culture du maïs dans le Frioul et la Vénétie en Italie. C'est un exemple extraordinaire. Les ravageurs donc, du maïs sont les noctuels et les chrysomèles. Vous les avez ici en photo. Et en fait, une étude sur 30 ans a montré que les risques de dommages économiques sur les parcelles, c'était 4% des surfaces. La question, c'est pourquoi traiter 100% des surfaces pour un risque qui ne concerne que 4% des surfaces. À ce moment-là, les maïsculteurs ont eu l'idée de créer une assurance mutuelle. Au lieu d'utiliser les néonicotinoïdes qui leur coûtent 40 € par hectare, ils ont pu passer à la lutte intégrée à 14 € par hectare ou à l'assurance mutuelle qui, dommage compris, ne leur coûtera jamais que 25 € par hectare. Alors ça, les chiffres sont un peu compliqués à comprendre. On va se mettre non pas du côté du législateur ou de celui qui regarde globalement les coûts, mais on va se mettre du côté des agriculteurs. Et du côté des agriculteurs, c'est soit 40 € par hectare, j'ai perdu la souris, voilà, 40 € par hectare avec les néonicotinoïdes, soit une cotisation de 3,50 € par hectare, notamment par exemple en 2015, c'était pareil en 2014, c'est pareil en 2016. 53 000 hectares de maïs ont été assurés en Italie. Bon, de toute façon, ce n'était pas difficile, les néonicotinoïdes étant interdits, hein, ils sont allés vers cette solution. Ils ont donc rentré 185 000 € de cotisation. Bien sûr, il y a eu des dommages parce que les situations de prévention n'ont pas toujours marché, mais leur assurance a un gros avantage. C'est une assurance tout risque contre les noctuels, les chrysomèles, n'importe quel ravageur, la faune sauvage, les problèmes de météo ou n'importe quel autre problème. Et les agriculteurs ont été indemnisés de leurs pertes.
Et le fonds assurantiel a dû débourser 80 500 €. Mais il en avait rentré 185 000. Ça veut dire que ce fonds assurantiel, il a bien marché et qu'il est resté même plus de 100 000 € qui est venu se mettre pour l'année suivante. Donc, ça veut dire qu'avec ce système-là, les agriculteurs ont été doublement gagnants. D'abord, ils ont fait des économies sur les pesticides, et ensuite, leur récolte n'étant pas traitée aux pesticides, bien entendu, elle se vend beaucoup mieux et à prix plus élevé. C'est un système gagnant-gagnant. Je ne vous parle pas de l'environnement qui n'a pas été pollué, je ne vous parle pas des eaux de surface qui n'ont pas été polluées, je ne vous parle même pas des pollinisateurs et de la biodiversité qui, évidemment, applaudissent des deux mains. Voilà une solution économique, socio-économique, qui remplace avantageusement les pesticides. Ce qui a été fait en Italie pour le maïs peut être fait ailleurs, pour cette culture ou pour d'autres cultures. Notre conclusion est très simple. L'utilisation préventive et massive, sans même savoir s'il va y avoir des ravageurs, des néonicotinoïdes est une hérésie. Parce qu'ils ont une très haute toxicité pour les invertébrés, on l'a vu. Ils ont aussi une haute toxicité pour les vertébrés, oiseaux, c'est l'exemple que j'ai donné, mammifères et en particulier pour l'homme. Ils ont une très longue persistance dans les sols. Un traitement peut conduire jusqu'à 5 ans de pollution, voire 30 ans. Et ils contaminent maintenant les eaux de surface, bien sûr, mais ça y est, on détecte la contamination des eaux profondes. Et ça va être l'eau du robinet qu'on va boire bientôt. Ils sont responsables de l'effondrement des pollinisateurs et de la biodiversité. Ils ont des impacts catastrophiques sur les écosystèmes et, on y vient, sur la santé publique. Et de fait, ils menacent la sécurité alimentaire, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc, notre conclusion, c'est que l'usage des néonicotinoïdes n'est plus durable et il faut passer, c'est valable pour les néonicotinoïdes, c'est valable pour d'autres molécules de l'agriculture, à la lutte intégrée ou à l'agriculture biologique. Alors, qu'en est-il de la loi maintenant? Vous le savez, pour certains d'entre vous, en 2016 a été votée une loi qui interdit l'usage des néonicotinoïdes, que ce soit en pulvérisation ou en semences traitées, à partir du 1er septembre 2018. La loi avait été gentille, elle donnait 2 ans au monde agricole pour s'adapter. Était aussi apparue une loi qui interdisait tout produit de la classe des néonicotinoïdes parce que d'autres molécules étaient apparues entre-temps qui se faisaient appeler différemment, mais qui avaient la même structure, le même mode d'action et les mêmes effets. Donc, c'est par exemple le sulfoxaflor et la flupiradiflurone. Donc, la loi, préventivement, avait interdit l'arrivée de nouveaux néonicotinoïdes. Et d'ailleurs, cette loi, elle faisait suite à un certain nombre de décisions européennes qui avaient interdit l'imidaclopride, le thiaméthoxam, la clothianidine pour toutes les espèces qui peuvent intéresser les abeilles, et plus généralement en 2019, pour toutes les cultures qui ne sont pas sous serre. Le dinéothéfurane, lui, ne devait pas être réhomologué. Il ne restait plus que l'acétamipride. Rappelez-vous, c'est celui qui pose, ce qu'on retrouve dans le premier pipi des bébés japonais. Donc en France, une interdiction totale en 2018, sans dérogation possible à partir de 2020. En Italie, des interdictions qui sont arrivées dès 2008. En Allemagne, aux Philippines, au Japon, au Canada, les villes ont décidé. Alors, au Canada, il faut savoir que l'immense majorité de la population vit dans les villes. Donc, Montréal, Toronto, Vancouver, plus une réduction en Ontario qui avait été décidée en 2017, dont il faudrait regarder le résultat aujourd'hui, et la même chose au Québec. Et aux USA, quelques villes et quelques États, comme le Maryland, ont fait des moratoires ou des interdictions locales. Mais avec l'administration Trump, toutes ces intentions se sont arrêtées à l'endroit où elles étaient arrivées. Et donc, ça n'a pas été poursuivi. Alors, que se passe-t-il en France? Il se passe que les betteraviers, pour un certain nombre de raisons qui nous apparaissent erronées, sinon fallacieuses, veulent réintroduire les néonicotinoïdes. Donc, nous avons donné la position des scientifiques, et donc le collectif de chercheurs, c'est le nôtre, qui plaide contre le projet de dérogation qui permettrait d'utiliser à nouveau les néonicotinoïdes, se sont pas mal exprimés dans les médias. J'ai même écrit à Mme Pompili, M. Julien de Normandie et M. Olivo Véran pour les mettre en alerte.
C'était déjà le 21 septembre avant le vote de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas reçu de réponse, mais nous avons fait quand même passer nos messages dans la presse puisque cette lettre, elle est en accès libre sur le site de Libération. Voilà. Donc, vous savez que les parlementaires de l'Assemblée nationale ont validé le retour des néonicotinoïdes. Le Sénat, pareil, a validé le retour des néonicotinoïdes. Et ce qui va se passer, c'est que ça ne sera probablement pas que pour la betterave, malgré que le gouvernement le jure le cœur sur la main, et c'est la porte ouverte au retour de ces molécules. Je vous rappelle que c'est un problème qui n'est pas français, qui concerne toutes les espèces et que vous avez par exemple dans le New York Times qui date de 2018, le titre qui dit l'apocalypse des insectes est là. Et je vous rappelle que nous sommes en train de faire face à la 6e extinction de masse sur la planète, sauf que celle-ci, elle ne se passe pas en quelques milliers ou centaines de milliers d'années, mais elle est brutale et elle date d'il y a une trentaine d'années et qu'il va falloir certainement faire quelque chose. Voilà, j'ai fini cette présentation. Je voulais remercier tous mes collaborateurs, qu'ils soient en France ou dans le monde. Je voulais remercier quelques fondations qui nous soutiennent avec 3 francs 6 sous. Et je voulais surtout vous remercier de votre attention. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère ne pas avoir été trop long. Eh bien, merci à Jean-Marc Bonmatin. Je pense que c'est un peu frustrant finalement de ne pas avoir la salle en face de soi. Oui. On aurait pu entendre, j'imagine, les applaudissements. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué, ce n'est pas le cas on met le micro à l'heure actuelle. Par contre, je pense qu'il y a des questions. Marlise, est-ce que tu as reçu des questions de la part des personnes qui sont présentes dans la salle de vidéoconférence? À toi, Marlise. En fait, non, pas beaucoup de questions, mais des bravos, des merci, etc. Voilà, qui arrivent. Alors, il y a quand même une question qui est assez longue de Gérard Bruno. Peut-être que oui, c'est moi. Voilà. Est-ce qu'on peut donner la parole à Gérard? Oui, mais écoutez, la question était en rapport direct avec les oiseaux et c'est une question posée par un ami ornitho de notre petit secteur de Ponto. Et la réponse est dans la dernière image de votre présentation, puisqu'il parlait de l'impact sur les moineaux friquets qui sont dépendants des pucerons pour leur alimentation. Donc, comme on en avait parlé déjà avec Gérard lors d'une dernière réunion, je lui ai déjà répondu qu'a priori, oui, ça faisait partie des néonicotinoïdes faisaient partie de cet impact. Et je viens de faire la photo de mon écran avec votre dernière image et il a la réponse directe. Puisqu'il s'agit d'un moineau friquet. Ah, ben super, je ne savais pas que c'était un moineau friquet, mais voilà. C'est un oiseau commun. Ce sont les oiseaux communs qui sont les premières victimes de cet insecticide. Et lui, il parlait donc du moineau friquet en Île-de-France, en le distinguant bien du moineau domestique, et votre photo, c'est un moineau friquet. Donc, écoutez, je ne le savais pas, c'est le hasard. Pile dans le mille. Alors, par contre, il y a un point, vous avez abordé le problème des fongicides, comme pouvant potentiellement renforcer l'effet, notamment des néonicotinoïdes. On parle beaucoup des SDHI, qui auraient également un effet non négligeable, qui font partie de la famille des néonicotinoïdes. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Il y a une excellente publication qui a été faite notamment avec les gens du CARI. Le CARI, c'est le Centre apicole de recherche, et je ne me rappelle plus quoi. À Louvain-la-Neuve. Ce sont nos amis belges qui ont été très actifs et ils ont regardé l'effet direct du boscalide, un SDHI j'allais dire, très populaire dans les milieux agricoles. Et cet effet est très inquiétant. Il y a d'autres publications qui sont sorties, et notamment qui concernent les abeilles, sur les effets des mélanges de pesticides. Alors, c'est très simple, hein. C'est un fongicide, un insecticide, un herbicide. Donc, c'est le cas le plus simple. Hein. Dans la nature, c'est 10 fongicides, 10 insecticides et 10 herbicides, bien sûr. Mais cet effet est catastrophique.
chaque molécule rend l'autre plus toxique. Alors, ça s'explique relativement simplement. Moi, j'aime bien expliquer avec les mains. Si vous exposez, par exemple, une abeille à plusieurs molécules, elle va d'abord, son système immunitaire va être affaibli par l'insecticide, ça on le sait. Là-dessus, le peu de système immunitaire qui lui reste va s'occuper du fongicide. Pendant ce temps-là, l'insecticide fait son action. Donc, c'est un peu comme si vous avez plusieurs armées qui attaquaient un château. Hein, il y a une armée qui détruit la muraille, l'autre passe. Et pendant que les soldats de l'intérieur s'occupent des soldats ennemis qui sont passés, la première armée, alors là, elle fait son effet dévastateur. Donc, en fait, c'est une attaque de concert. Mais ce qu'il faut retenir sur le principe, c'est que contrairement aux armées que je décris pour prendre une image, une métaphore, en fait, la présence d'autres molécules pesticides agit en synergie. Et la synergie, c'est quoi? C'est que, par exemple, pour les abeilles, ce n'est pas la toxicité du pesticide fongicide plus celle du toxique, neurotoxique insecticide plus celle de l'herbicide. Non, c'est plutôt une multiplication. L'effet synergique, c'est quand la somme des effets, ce qu'on observe, est plus grand que la somme des effets. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ça veut dire que c'est la situation la pire. Or, la situation que les abeilles, que les pollinisateurs et que la biodiversité vit tous les jours, ce sont des intoxications chroniques à faible dose et multiples et tout le temps. Et ça, c'est une grave erreur parce que c'est la situation la pire qui a été très mal évaluée par les autorités qui ont laissé passer et mettre sur le marché ces insecticides-là, néonicotinoïdes, ou les fongicides SDHI dont je pourrais parler, qui à eux seuls menacent la diversité sur la planète, parce qu'ils agissent sur le fonctionnement de la mitochondrie et que ce n'est absolument pas spécifique des micro-champignons, des moisissures dont on veut se débarrasser, parce qu'il se trouve que les mitochondries n'ont que très peu de différence entre les espèces. De la moisissure jusqu'à l'homme, vous avez quasiment les mêmes types de mitochondries avec très peu de variations. Et donc, ce qui va agir sur les mitochondries, qui sont la centrale énergétique des cellules, va agir de la même façon chez l'homme et chez tous les mammifères et chez les vertébrés en général. Donc, mettre sur le marché des produits tels que les SDHI est une prise de risque très importante où finalement on prend l'environnement, la biodiversité, les populations humaines comme étant un test. Ça se passe bien, tout va bien, ça se passe mal, et bien tant pis pour vous. Je crois qu'à un moment donné, le législateur devrait exiger des tests fiables, reproductibles et spécifiques pour s'affranchir de ces risques qu'on donne à la population et à l'environnement. Dans le cas des SDHI, ce qui n'a pas été regardé correctement, c'est leur potentiel cancérigène.